Red Brody, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, ça fait plus de 40 ans que vous vous battez pour le droit des victimes. Tout a commencé au Nicaragua avec les sandinistes, des enquêtes sur les exactions des contrats. Il y a eu après le combat pour l'extradition de Pinochet, Baby Doc, Jean-Claude Duvalier en Haïti, Hissène Habré, qui est l'objet de ce livre que vous sortez demain chez Cartala, la traque d'Hissène Habré. C'est la première fois que la compétence universelle s'est exercée en Afrique, non? C'est la première fois que la compétence universelle s'est exercée en Afrique et c'est la seule fois dans l'histoire du monde où les tribunaux d'un pays, le Sénégal, ont jugé l'ancien chef d'État d'un autre pays, le Tchad, pour les violations des droits humains. Donc c'est le plus important procès de compétence universelle de jamais. 18 ans de travail? Et encore, moi je travaille toujours avec les victimes qui viennent maintenant d'être indemnisées à l'auteur de 15 millions d'euros. Donc c'était 15 ans avant le procès, 2 ans de procès et appel et ensuite le travail pour l'indemnisation. Petite question, comment avez-vous fait? C'est le Tchad, sous Idriss Déby, n'était pas réputé pour être une grande démocratie. Non, mais bon, Hissène Habré, il était réfugié au Sénégal. Donc on devait traiter et avec le président tchadien, Idriss Déby, qui détestait Hissène Habré. C'était son ennemi juré. Hissène Habré a tué Hassan Jamous, Mohamed Itno, des parents d'Idriss Déby. Idriss Déby a sauvé le pays de Hissène Habré, mais en même temps, il avait peur qu'un procès d'Hissène Habré ne jette pas la lumière sur ses puisse avoir un effet collatéral. Collatéral. Et aussi, il était le chef des armées d'Hissène Habré à des moments comme le fameux Septembre Noir. Donc, on avait d'un côté un allié, disons, un allié encombrant à Idriss Déby, et de l'autre côté, en fait, on a porté plainte dans les derniers mois de Abdou Diouf. Hissène Habré est arrêté sous Abdou Diouf. Et puis 12 ans de Abdoulaye Wade dans lequel il nous tourne en ronde. Et finalement, en fait, c'est l'élection de Macky Sall qui a débloqué la situation. Mais entre-temps, évidemment, pendant ces 12 ans, on a arpenté toutes les juridictions, tous les couloirs. On avait rencontré Macky Sall. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui comptaient dans la vie politique sénégalaise, avec les victimes tchadiennes, avec une victime sénégalaise, on les avait rencontrées. C'est intéressant ça, parce que c'est aussi une démarche sud-sud. Vous racontez très bien que c'est lors du dossier Pinochet que les victimes tchadiennes sont venues vous voir. Tout à fait. Et en fait, après Pinochet, bon, quand la Chambre des Lords a dit que Pinochet ne jouissait pas d'une immunité, malgré son statut... 98, 98 et 99, malgré son statut d'ancien chef d'État, on s'est rendu compte qu'on avait un instrument pour traduire en justice les personnes qui semblaient hors de l'atteinte de la justice. Et c'est à ce moment-là que Delphine Djeraïb, la présidente de la Ligue tchadienne, de l'association tchadienne, est venue vers moi et elle a dit « Pourquoi pas en Afrique? Nous, on a notre Pinochet à nous. » Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de changer le paradigme, que ce soit un pays du Sud, le Sénégal, qui exerce sa compétence universelle. Ça s'appelle la justice universelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez réussi, ce que je crois que personne d'autre n'a réussi, c'est mettre les mains sur les archives de la police secrète tchadienne. Alors ça, c'était... un concours un peu de hasard, de laisser-faire de l'État qui avait pas vraiment intérêt à ce que vous alliez fouiller dans ces archives secrètes. En fait, on rendait visite à la piscine, le fameux prison souterraine d'Hissène Habré, qui était une vraie piscine, et qu'il avait creusé et mis des cellules. Et à côté, il y avait le bâtiment de la police politique, la DDS. Et moi, je reconnaissais, donc j'ai demandé aux autorités tchadiennes si on pouvait pénétrer. Et ils ont dit, voilà, très bien. Et là, par hasard, on rencontre sous poussière ces archives abandonnées depuis des années.
Et puis le gouvernement a dit, si vous voulez, on vous les donne. Moi, je n'ai pas cru à un moment, mais si, en fait, les victimes sont allées ensuite trier, classer et copier ces archives. Et rien que dans ces archives, il y avait le nom de 1208 personnes décédées en détention. Il y avait des notes écrites par Issenabré avec son propre main, où il disait qu'il n'était pas question que des prisonniers puissent aller à l'hôpital. Donc, on avait là toutes les preuves qui confortaient les témoignages des victimes. Issenabré a été condamné. Comment se fait maintenant le travail de réparation ou la poursuite? Parce que c'est un travail sans fin. Quand on commence à tirer le fil de ce qui s'est passé... Alors, la même persévérance et ténacité qu'il a fallu pour faire juger Issenabré, on le déploie maintenant pour l'indemnisation. Et c'est surtout les victimes. En fait, Issenabré, il était condamné à Dakar à payer des 150 millions d'euros. Il y avait aussi un procès aussi très important au Tchad où 21 sbires d'Issenabré ont été condamnés. L'État tchadien a été condamné à payer aussi des réparations. Mais ça traîne, ça traîne. L'Union africaine devait et doit toujours créer un fonds pour l'indemnisation des victimes. Bon, il faut faire court. Le gouvernement tchadien, le fils de Déby, il veut réconcilier tout le monde, y compris les abréistes. Donc, il a fait un geste envers les victimes en donnant 10% du montant. Et en février de cette année, les victimes ont commencé à recevoir 1 500 € chacun, qui est misérable comparé à ce que les tribunaux ont accordé et comparé à la lutte des victimes et aux besoins. Mais je vous dis, parce que je suis en contact quotidien avec eux, 1 500 € pour quelqu'un au Tchad, pour ceux qui sont les plus démunis au Tchad, c'est énorme. Ça permet de payer les scolarités des enfants, la santé, etc. Donc il y a quelque chose, mais on ne va pas s'arrêter là, on va demander le reste. On va demander à l'Union africaine aussi qui ne termine pas de se mettre d'accord avec le Tchad pour la création de ce fonds. Dernière question. Ce procès s'est tenu au Sénégal. C'est tout à l'honneur de ce pays d'avoir organisé ce procès historique. Mais depuis, le pays est quand même tombé dans les tourments politiques sur la présidentielle qui va se tenir, une 60aine de victimes. Quand je parle avec certains amis sénégalais, ils me disent qu'il ne faut pas d'impunité non plus pour ce qui s'est passé. Il faudra enquêter, documenter, savoir. C'est clair. D'abord, j'admire la conscience politique des Sénégalais de défendre leur démocratie. Ils ont fait ça avec Wade, ils ont fait ça avec Macky Sall. J'espère que le peuple de mon propre pays, les États-Unis, soit aussi farouche à défendre notre démocratie. Mais la loi d'amnistie qui était adoptée par l'Assemblée nationale dans la foulée est honteuse. On ne peut pas... les amnisties ont un rôle très important pour la cohésion, pour la réconciliation nationale. Mais l'État ne peut pas amnistier ses propres agents qui commettent des atrocités, des violations des droits de l'homme. Donc, je suis certain que la Cour de justice de la CEDEAO va casser cette loi d'amnistie, que les Nations Unies, parce que le Sénégal, ce n'est pas seulement la démocratie, ça doit être aussi la justice. L'état de droit. Ce sera, je pense, l'une des patates chaudes du prochain président. Red Brody, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La traque d'Issenabré, aux éditions Cartala. Merci. Merci Pascal.